Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors au début on va remonter aux origines de cette guerre, enfin pour moi c'est l'effondrement de l'URSS en 1991 et qui va accoucher de 15 nouveaux pays indépendants, de 15 États indépendants, dont la Russie et l'Ukraine. Alors il faut savoir que pour les anciennes élites soviétiques russes, cet effondrement de l'URSS en 1991 a été perçu comme un véritable tremblement de terre, une chute de Charybde dans Scylla et une perte de puissance phénoménale qui va alimenter en fait le désir de revanche de Poutine. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine est un enfant en fait de l'URSS. Je rappelle qu'il avait à peu près 40 ans lors de l'effondrement de l'URSS, qu'il a été un membre du KGB, c'est-à-dire le KGB, c'était les services secrets de l'Union soviétique qui agissaient à l'extérieur, et que l'idéologie du KGB, comme celle de l'URSS, c'était de désigner l'Occident capitaliste et son chef, les États-Unis, comme l'ennemi de l'Union soviétique. Et donc Poutine a été biberonné à cette logique de la guerre froide, et évidemment, il n'a pas changé de logiciel avec la chute de l'URSS. On peut percevoir chez Poutine un désir en fait de reconstituer une partie de l'URSS, notamment sur ses marches occidentales, et plus particulièrement en Ukraine, mais aussi en Géorgie, parce que Poutine, tout simplement, est nostalgique de cette URSS qu'il a connue quand il était au KGB. Et toutes les élites soviétiques russes ont perçu cet effondrement de l'URSS comme une perte de puissance absolument insupportable. Et on peut à la limite le comprendre. Je rappelle quand même que l'URSS à l'époque était composée de 15 républiques socialistes soviétiques, mais qui étaient sous domination quand même de la République socialiste de Russie, puisque je rappelle que la langue officielle dans ces 15 républiques soviétiques était le russe, et pas l'ukrainien ou le balte. Alors, évidemment, depuis la chute de l'URSS, les élites russes, pas que Poutine d'ailleurs, hein, peuvent percevoir le nouveau statut de la Fédération de Russie comme un statut moindre par rapport à l'URSS. Et c'est vrai que la Russie, l'URSS qui faisait 21 millions et demi de kilomètres carrés, c'est-à-dire un pays continent, avec la dislocation de l'URSS, aujourd'hui la Russie par exemple ne fait plus que 17,5 millions de kilomètres carrés. Donc la Russie a perdu à peu près 4 millions et demi de kilomètres carrés, ce qui est beaucoup, mais il y en reste quand même 17,7 millions de kilomètres carrés, ce qui est énormissime, ce qui en fait toujours un pays continent, mais qui peut être perçu par Poutine comme, je veux dire, une perte, et par une perte de puissance, et une perte de territoire, inacceptable. Et donc on peut dire que Poutine essaie de mener une politique néo-impériale, déjà en 2008 en Géorgie, où deux régions de Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, se sont déclarées indépendantes et ne reconnaissent plus le gouvernement géorgien. Évidemment, ces deux régions sont uniquement reconnues par la Russie de Poutine. Et évidemment, au vu des événements, à partir de 2014, avec l'annexion de la Crimée et les deux régions séparatistes dans le Donbass, qui ne reconnaissent plus le gouvernement de Kiev. Et donc on peut percevoir cette politique néo-impériale de Poutine qui est de revenir, de reconstituer une partie de l'URSS, mais pas uniquement de l'URSS, puisque je rappelle que l'Ukraine en fait a été indépendante très peu, de 1917 à 1922, et que sous l'empire des Tsars, l'Ukraine était depuis longtemps aussi rattachée à la Moscovie, et elle faisait partie de l'empire des Tsars. Hein. Alors, Poutine accuse le gouvernement ukrainien de vouloir intégrer l'OTAN. Alors on va revenir un petit peu sur cet élément de propagande de Moscou. Alors déjà, il faut revenir sur 1994. Lors du mémorandum de Budapest, la Russie a reconnu l'Ukraine, ses frontières et sa souveraineté sur ses frontières. Mais contre le rapatriement des missiles nucléaires qui étaient positionnés en Ukraine. Donc ça, c'était un deal, l'Ukraine l'a respecté. Il n'y a plus de missiles nucléaires en Ukraine. Ils ont été renvoyés en Russie.
Par contre, on voit bien aujourd'hui, en tout cas depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, et depuis les 2 républiques séparatistes du Donbass, que la Russie n'a pas vraiment respecté le deal de son côté. Alors en ce qui concerne les relations entre l'OTAN et la Russie, on a l'impression que l'OTAN a toujours craché à la gueule de la Russie, de Poutine, et qu'elle l'a toujours humilié. Ce n'est pas vraiment le cas lorsqu'on regarde l'historique des relations entre les 2 entités. Bon, déjà en 1994, suite au mémorandum, juste avant le mémorandum de Budapest d'ailleurs, l'OTAN avait considéré la Russie comme un partenaire pour la paix. Le statut de partenaire pour la paix est un statut qui est associé à des pays qui ne sont pas adhérents à l'OTAN et qui permettent notamment des relations bilatérales entre l'OTAN et le pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. Donc déjà en 1994, il y a des accords entre l'OTAN et la Russie. Ces accords vont être confirmés en 1997 avec l'acceptation de la Russie de l'élargissement de l'OTAN à l'Est, mais contre le fait que les nouveaux adhérents d'Europe centrale, voire des anciennes républiques soviétiques, sous contrôle russe à l'époque de la guerre froide, ne soient pas nucléarisés. C'est-à-dire que des missiles nucléaires de l'OTAN, américains, ne soient pas positionnés dans ces nouveaux territoires. Ce que l'OTAN a fait et fait toujours. Voilà. Et en 2002, il y a eu la création du Conseil OTAN-Russie, le corps, pour des consultations entre les 2 entités. Donc, 1994, 1997, 2002, il y a eu des accords signés entre l'OTAN et la Russie. On ne peut pas dire que l'OTAN méprise la Russie. Et surtout que l'OTAN avait promis à la Russie que les nouveaux pays adhérents ne seraient pas nucléarisés, ce que l'OTAN respectait. Donc, lorsque Poutine dit que l'OTAN le méprise, bof, c'est pas trop vrai. Et d'une certaine manière, l'OTAN a respecté son deal de ne pas nucléariser les nouveaux pays qui adhéraient à l'OTAN. Alors après, je veux bien comprendre que tous ces pays anciennement sous le contrôle de l'URSS et de la Russie, je peux comprendre l'irritation de la Russie. Alors en 1999, si on fait l'historique, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque sont rentrés dans l'OTAN. En 2004, 5 ans plus tard, 7 nouveaux pays adhèrent à l'OTAN. Les 3 pays baltes, qui étaient des anciennes républiques soviétiques, Lettonie, Lituanie, Estonie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie, la Slovaquie, 7 nouveaux pays qui étaient anciennement contrôlés par la Russie. Et enfin, en 2009, l'Albanie et la Croatie aussi ont adhéré à l'OTAN. Donc il est clair qu'il y a eu un élargissement de l'OTAN à l'Est. Et que c'est vrai que la Russie a pu se sentir menacée, même s'il faut être sérieux, la Russie est un pays nucléaire et que, de toute façon, les États-Unis n'attaqueront jamais un pays qui a des missiles nucléaires parce que ce serait un suicide. Mais la Russie, évidemment, de Poutine, qui fonctionne sur le logiciel de la guerre froide, a pu percevoir cet élargissement de l'OTAN comme une agression. Mais je rappelle le deal entre l'OTAN et la Russie de 1997, où la Russie avait accepté l'élargissement de l'OTAN de nouveaux pays, contre le fait que ces nouveaux pays ne reçoivent pas de missiles nucléaires, ce qu'a respecté l'OTAN. De plus, concernant l'Ukraine, en 2008 à Bucarest, l'OTAN a refusé l'adhésion de l'Ukraine, et de la Géorgie d'ailleurs, dans l'OTAN. Donc, je rappelle, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et que dernièrement, en 2022, juste avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie, il n'y avait pas de process d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc lorsque Poutine dit que l'Ukraine est à la solde de l'OTAN, c'est faux, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Il n'y a pas de troupes et de bases américaines en Ukraine. Il faut être clair. Alors quand on me dit, parce que j'ai entendu cet argument, que oui, mais la Russie réagit à l'élargissement de l'OTAN, élargissement de l'OTAN d'ailleurs que Poutine avait accepté, je ne vais pas rappeler le deal qui avait été fait, élargissement de l'OTAN contre aucun missile nucléaire dans ces nouveaux pays. Certains nous disent, oui, mais en 1962, les Américains ont menacé la Russie d'une guerre nucléaire, l'URSS, parce que les Russes s'installaient à Cuba dans la sphère d'influence américaine. Je réponds, en effet, mais attention, en 1962,
les soviétiques voulaient mettre des missiles nucléaires à Cuba. C'est pour ça que Kennedy a pété un plomb et a menacé l'URSS d'une guerre nucléaire. Ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Que je sache, les États-Unis ne sont pas en Ukraine pour installer des missiles nucléaires. Et je rappelle qu'en 1997, l'OTAN a accepté le fait de ne pas nucléariser les nouveaux pays adhérents à l'OTAN. Donc la situation n'est pas du tout symétrique. Et puis enfin, je conclurai par le fait que si ces nouveaux pays qui adhèrent à l'OTAN, c'est pour une certaine raison. Il faudrait se poser la question. Pourquoi ces pays veulent la protection des Américains? Pourquoi, d'après vous? Vous aurez la réponse avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Évidemment, ces pays ont peur que la Russie les dépaisse, les annexe, et donc demandent la protection américaine, ce qui me semble un peu logique. Et secondo, si ces pays, ces États sont souverains, ce qu'a reconnu la Russie en 1994 lors du mémorandum de Budapest, s'ils sont souverains, ils peuvent quand même décider de leur diplomatie, de leur politique de défense. C'est la moindre des choses. Alors, quelles sont les relations entre l'Ukraine et la Russie? Alors, je rappelle, mémorandum de Budapest 1994, la Russie a reconnu l'État ukrainien dans ses frontières. Bon. Et en 2014, c'est pas l'Ukraine qui a rompu en fait le deal, c'est la Russie avec l'annexion d'une région ukrainienne, la Crimée, et avec la reconnaissance de 2 républiques séparatistes dans l'est du pays, à Donetsk et à Lugansk, deux nouvelles républiques qui évidemment n'ont pas été reconnues par la communauté internationale puisqu'ils appartiennent à l'Ukraine. Alors, évidemment, l'Ukraine, c'est un pays qui, dans sa région est, est peuplé par une très grande minorité russe. Il y a à peu près 40% en fait de l'est du pays qui est composé de Russes. Mais il faut savoir aussi que les 2 pays ont toujours été très proches et qu'à l'époque de l'URSS, je rappelle que Staline avait lutté contre la paysannerie ukrainienne et qu'il avait russifié l'est du pays notamment, pas l'ouest. L'ouest du pays a été plutôt sous influence de l'Empire austro-hongrois et c'est là que, dans l'ouest du pays, où le mouvement nationaliste ukrainien s'est développé. Et d'ailleurs, on fera référence au mouvement nationaliste ukrainien de Stepan Bandera un peu après. Je rappelle qu'en 2013, il y a eu des manifestations monstres à Kiev, ce qu'on appelait le mouvement Euromaïdan, avec une grande partie de la population ukrainienne qui voulait se rapprocher et voir intégrer l'Union européenne. On peut se demander pourquoi la population ukrainienne est favorable à une entrée dans l'Union européenne plutôt qu'avec une association avec la Russie, par exemple. Toujours se poser la question pourquoi l'Ukrainien moyen il préférerait être dans l'Union européenne plutôt que dans une association avec la Russie. Moi, j'ai la réponse. Et puis à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Toujours pareil, si l'Ukraine est un État souverain, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas demander son adhésion à l'Union européenne. Alors, en 2015, il y a eu les accords de Minsk et de Minsk II pour essayer de régler le contentieux dans le Donbass, où des milices pro-russes veulent se séparer en fait de l'Ukraine. Et évidemment, ces accords de Minsk n'ont pas été respectés, puisque les 2 pays, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, accusent l'autre de ne pas respecter les accords. Moi, je vais vous dire, ces accords étaient de toute façon inapplicables, et ça ne sert à rien de reprocher à François Hollande ou à Emmanuel Macron, qui ont donné leur garantie pour ces accords, de ne pas faire respecter ces accords. Il faut être sérieux. Je ne vois pas l'armée française aller dans le Donbass pour faire respecter les accords. Ce serait impossible. Donc les accords de Minsk de 2015 qui devaient régler le contentieux entre les 2 pays, rien n'a été réglé évidemment. Et on ne peut pas reprocher au gouvernement ukrainien d'être mécontent de perdre quand même des régions qui à la base lui appartenaient.
que ce soit la région de Donetsk ou de Louhansk, ou que ce soit la Crimée, c'était quand même des régions qui étaient ukrainiennes et que la Russie avait reconnues en 1994 comme ukrainiennes. Donc ici, toujours pareil, qui a transgressé en fait les accords diplomatiques, c'est la Russie, c'est pas l'Ukraine. Enfin, on va parler des fameux nazis ukrainiens, parce que Poutine dit qu'en fait il veut dénazifier l'Ukraine, en sous-tendant que le gouvernement ukrainien est nazi. Bon, évidemment, faut être un peu sérieux. Ça fait partie des éléments de propagande de Moscou, et c'est logique, c'est de la propagande de guerre, mais lorsqu'on regarde la réalité, c'est un peu n'importe quoi. Qu'il y ait des mouvements néo-nazis en Ukraine, oui, je veux bien l'admettre. Il y a cette fameuse brigade Azov, qui à partir de 2014, je crois, a été intégrée dans la garde ukrainienne, qui a un noyau néo-nazi. Ok. Et puis, évidemment, il y a le mouvement politique Svoboda, qui est un mouvement d'extrême droite, qui s'inspire du chef nationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut acter que cette brigade Azov, militairement parlant, c'est entre environ 3000 hommes. C'est je veux dire, extrêmement marginal dans les forces armées ukrainiennes. Et deuxièmement, Svoboda, le mouvement d'extrême droite ukrainien, aux dernières élections présidentielles de 2019, a fait 1,69% des voix. Et enfin, le président Zelensky, le président de l'Ukraine, il est juif. Donc, franchement, dire que le gouvernement ukrainien est dominé par les nazis, c'est un peu n'importe quoi. Svoboda, c'est moins de 2% de l'électorat ukrainien, et le président ukrainien est juif. Or, je rappelle quand même que les nazis sont férocement antisémites. Et d'ailleurs, le mouvement Svoboda est antisémite. Il a été considéré comme un mouvement, il a été même désigné comme un mouvement terroriste par l'ancien ministre de l'Intérieur ukrainien. Et il y a eu des combats d'ailleurs entre les militants de Svoboda et la police ukrainienne. Donc on ne peut pas dire que cette minorité, d'ailleurs cette ultra-minorité très agissante, néo-nazie, elle soit très favorable au gouvernement ukrainien. Et elle ne doit pas être très contente que le nouveau président, Zelensky, soit juif, puisque Svoboda est antisémite. Et je rappellerai que dans cette région, les mouvements nationalistes sont très courants, même en Russie évidemment. La preuve, c'est que Poutine est un nationaliste russe et qu'il est adoré par toute l'extrême droite européenne, de Marine Le Pen à Salvini en Italie. Et évidemment par Zemmour, mais aussi par la fachosphère française. Allez voir ce que Alain Soral, Daniel Conversano ou l'Action française pense de Poutine. Il l'adore, il l'adule. C'est certainement parce que Poutine a des traits quand même nationalistes et un petit peu d'extrême droite. Hein. Et je rappellerai qu'en Russie, il y a peut-être la brigade Azov en Ukraine, mais il y a le groupe des mercenaires dirigé par Wagner en Russie. Wagner qui est notoirement un admirateur d'Hitler. Une recherche Google vous le prouvera. Et ça ne dérange pas aussi Poutine d'en appeler au président tchétchène Kadyrov, qui est un dictateur, hein, et qui a envoyé ces tueurs tchétchènes terroriser les Ukrainiens, et notamment Mariupol. Donc on est dans une région où de toute façon l'idéologie nationaliste est omniprésente, parce que ce sont pour la plupart des États jeunes, et que l'idéologie nationaliste est omniprésente, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et moi, je suis persuadé que cette idéologie nationaliste, elle est porteuse de guerre. Que ce soit d'ailleurs en Russie ou en Ukraine. Et je rappellerai aussi que nous avons aussi nos petits fachos en Occident, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, et que, comme je l'ai dit, Poutine, il est admiré par toute la fachosphère européenne. Je rappelle quelqu'un comme Orban, qui est très nationaliste, admire Poutine aussi. Hein. Donc, la propagande
poutinienne sur, d'un côté, l'Ukraine qui va intégrer l'OTAN ou qui est dans l'OTAN, ou l'Ukraine qui est nazie, évidemment, on se rend compte que c'est de la propagande de guerre et que ce n'est pas vrai, comme je viens de le démontrer. Voilà, je vous remercie, à bientôt.